La croyance populaire veut que les attentats du 11 septembre aient détruit deux des plus beaux joyaux que l'Amérique ait jamais eus. Mais c'est loin d'être le cas. Alors qu'elle s'élevait sur l'un des patrimoines immobiliers les plus recherchés au monde, après 30 ans d'exploitation, les tours étaient devenues obsolètes. À cause de l'augmentation du prix de l'énergie, chaque plateau ouvert de près de 4000 m² était un gouffre financier, tant il était difficile de les chauffer en hiver et de les tenir au frais en été. L'entretien lui aussi était très coûteux, comparé à celui d'immeubles plus récents. Dans son livre datant de 1999 sur les tours jumelles, Divided We Stand, l'auteur Eric Darton écrivait « Lorsque le VTC subit son premier attentat en février 1993, il était déjà dépassé en tant qu'immeuble de bureau par une génération plus récente qui intégrait l'essor de la cybernétique avec des plafonds plus hauts et un équipement électrique bien plus important. Pour maintenir le VTC dans la catégorie des bâtiments de classe A, l'autorité portuaire aurait dû dépenser 800 millions de dollars en câblage électrique, communication électronique et système de climatisation. De plus, à la suite de l'attentat de 1993, le taux d'occupation des bâtiments avait chuté dangereusement et ils avaient eu beaucoup de mal à le faire remonter. Mais le problème le plus difficile à résoudre pour les tours était la quantité d'amiante qu'elles renfermaient. Construite à une époque où l'amiante était autorisée, elle contenait au moins 400 tonnes de ce matériau extrêmement toxique. Il servait à inifuger la structure en acier et à isoler des kilomètres de canalisation d'eau, de chauffage et de climatisation. L'amiante était aussi présente dans les faux plafonds, les cages d'ascenseurs et sur les dalles des planchers. Dans un certificat de conformité daté de décembre 2000, on peut lire « Selon les archives de l'autorité portuaire, 650 000 m² de dalles plastifiées en amiante ont été disposées sur les planchers du World Trade Center. » Au moment où l'amiante fut interdit dans les constructions, les tours étaient pratiquement achevées. Au départ, l'amiante fut encapsulée chaque fois que c'était possible, pour éviter l'inhalation des particules. Mais dans les années 90, la réglementation est devenue beaucoup plus stricte, et toute rénovation nécessitait le remplacement complet de l'amiante. Dans le même temps, le danger sanitaire posé par l'amiante propulsa les coûts du désamiantage à des niveaux records. Selon ces sources, en 2000, l'autorité portuaire avait sur son bureau un devis de désamiantage d'un montant d'1 milliard de dollars, le même prix que pour un nouvel édifice flambant neuf. Dans les années 90, l'autorité portuaire avait assigné en justice ses assureurs pour obtenir la prise en charge des travaux de désamiantage. Mais en mai 2001, 4 mois avant les attentats, l'autorité portuaire de New York et du New Jersey venait juste de perdre la bataille après 10 ans de procédure. L'autorité portuaire se trouva alors coincée. Les tours jumelles ne pouvaient plus être exploitées sans supporter le coût du désamiantage, mais elles ne pouvaient pas être démolies à cause de toute l'amiante qu'elles renfermaient. La seule solution possible restait de démanteler complètement les deux tours géantes secteur par secteur. Mais le coût d'une telle opération aurait été si astronomique que personne n'a simplement osé aligner les chiffres. Par chance pour tous, ce statu quo fut brisé lorsqu'un géant de l'immobilier dénommé Larry Silverstein, déjà propriétaire du World Trade Center 7, offrit de signer un bail de 99 ans pour les deux tours. 76 years old and look at him go. He walks fast, talks fast and is always selling. Silverstein semblait pressé de signer. Après son hospitalisation suite à un accident de voiture, il demanda même à ses médecins d'arrêter la morphine pour qu'ils puissent finaliser l'accord. So I told the doctor, I said, kill the morphine, and I got to get my people in here, because you can't think with morphine. So they let the morphine run down. The pain was terrible, but I brought everybody together, and that's when we framed our best and final bid. Le 24 juillet 2001, Larry Silverstein célébra l'acquisition des tours jumelles lors d'une cérémonie officielle. Silverstein signed the lease on the World Trade Center just 6 weeks before 9/11. Il contracta ensuite une police d'assurance couvrant les tours jumelles pour un montant de 3,2 milliards de dollars en cas de destruction totale. Et tous les matins, Silverstein prit l'habitude de se rendre à ses nouveaux bureaux dans la tour nord. And so my mornings were spent at the Trade Center, and then by noon I was back uptown. Mais par chance, le 11 septembre, Silverstein ne se rendit pas à son bureau. Bien qu'ayant une réunion prévue ce matin-là dans la tour nord, il avait appris que sa femme lui avait pris un rendez-vous chez son dermatologue. The morning of September 11th, Silverstein was scheduled to have breakfast at the restaurant at the top of the North Tower. He canceled at the last minute at the insistence of his wife Clara, who wanted him to go see his dermatologist. C'est ainsi qu'au soir du 11 septembre, Larry Silverstein se retrouva à la tête de 1,2 million de mètres carrés de nouveaux espaces de bureaux prêts à être reconstruits dans l'un des quartiers d'affaires les plus recherchés au monde. Et
Puisque, selon Silverstein, les attentats constituaient deux événements distincts, il exigea que les compagnies d'assurance paient 7 milliards de dollars pour ce qu'il avait toujours appelé mes 3 tours. I will spend $7 billion on my 3 towers. Finalement, un accord fut conclu pour un montant de 4,5 milliards de dollars, supérieur d'un tiers au montant initial assuré par Silverstein. Et puisque les attentats terroristes avaient aussi détruit le bâtiment 7, Silverstein reçut 800 millions supplémentaires pour le reconstruire, alors qu'il n'avait coûté initialement que 400 millions. La première question à éclaircir concerne la résistance et la solidité réelle des tours jumelles, dès lors que la commission du 11 septembre, tout comme les débunkers, n'ont pas ménagé leurs efforts pour les présenter comme des bâtiments extrêmement légers et fragiles. Les tours jumelles étaient construites avec un facteur de redondance structurelle de 3 à 5 fois le poids qu'elles étaient censées supporter. This structure was capable of holding 3 to 5 times the weight. These buildings are built to handle several times the load above them. So those perimeter columns could handle 5 times the load above them, and the core columns could handle 3 times the load above them. À propos de la solidité des tours jumelles, l'Institut de technologie du Massachusetts a déclaré que ces 244 colonnes périphériques en faisaient l'un des gratte-ciels les plus redondants et les plus résistants qui soient. Sur le même sujet, l'entreprise d'architecture Roth & Sons a écrit « Le bâtiment ainsi construit est 16 fois plus solide qu'une structure conventionnelle. Les treillis Vierendeel sont tellement efficaces, d'après les calculs des ingénieurs, que même si toutes les colonnes sur le côté d'une tour étaient sectionnées, ainsi que les deux angles et plusieurs colonnes sur les côtés adjacents, la tour serait encore suffisamment solide pour résister à des vents de 160 km/h. John Skilling, l'ingénieur en structure qui a conçu les tours jumelles, a déclaré « Les charges réelles sur ces colonnes périphériques peuvent être augmentées de 2000% avant qu'une défaillance n'intervienne. » En particulier, les tours jumelles ont été conçues pour résister à l'impact d'un gros avion de ligne volant à 950 km/h et rester quand même debout, cela grâce au mécanisme de redistribution des charges que permet cette structure. Interrogé en 1993 par le Seattle Times, John Skilling a affirmé « Nous avons examiné toutes les hypothèses imaginables sur ce qui pouvait arriver au bâtiment, jusqu'à celle d'un avion frappant un de ses côtés. Notre analyse a montré que le plus gros problème serait le carburant de l'avion qui s'écoulerait dans le bâtiment. Cela provoquerait un incendie épouvantable, beaucoup de gens seraient tués, mais la structure du bâtiment resterait en place. » Et c'est ce qui s'est passé. Après les impacts, les deux tours sont restées debout, ne montrant aucun effet majeur sur leur stabilité. De plus, le NIST a confirmé que les incendies de kérosène initiaux n'ont duré que quelques minutes tout au plus. Cela signifie qu'à partir de ce moment-là, les seules sources de combustible pour les incendies étaient les meubles et les équipements de bureau ordinaires. Et comme nous le savons, les incendies de bureaux ne dégagent pas assez de chaleur pour affecter la stabilité d'une structure en acier. Mais les deux édifices se sont soudainement effondrés en totalité, l'un seulement 56 minutes après l'impact de l'avion, l'autre 1 heure et 42 minutes après l'impact. Pourquoi ? Le débat sur l'effondrement des tours jumelles tourne autour de deux questions principales. L'une concerne la cause de l'effondrement initial des sections supérieures du bâtiment sur leurs parties inférieures respectives. La seconde porte sur ce qui a provoqué la destruction complète de la structure saine sous-jacente une fois que la partie supérieure s'était effondrée dessus. La théorie de la pile d'assiettes comportait un défaut majeur. Elle n'expliquait pas pourquoi la structure centrale des tours s'était effondrée. En outre, les experts ont fait remarquer que le kérosène produisait à peine la moitié de la température nécessaire à faire fondre l'acier. Il n'aurait pas suffi à séparer les treillis de la structure périphérique. Les faits connus sont les suivants. L'acier fond à environ 1530 degrés. Le ramollissement commence à 600 degrés environ. Excepté en 3 endroits, le NIST admet n'avoir trouvé aucune preuve de température supérieure à 250 degrés, ce qui est inférieur à la moitié de la température nécessaire pour affaiblir significativement l'acier. La caméra infrarouge montre des températures bien inférieures à celles permettant de ramollir significativement l'acier. Voici la tour nord, vue d'en dessous. Il est 9h18 environ, une demi-heure après l'impact. Les températures indiquées n'atteignent pas la couleur jaune, ce qui signifie qu'elles ne dépassent pas les 100 degrés centigrades. Et voici la tour sud, environ 15 minutes après l'impact du deuxième avion. Là non plus, les températures ne dépassent pas les 100 degrés. Si l'explication du NIST sur la cause de l'effondrement initial ne tient pas la route, aucune explication n'a en revanche été avancée sur ce qui a pu causer la destruction complète des tours après l'effondrement de la partie supérieure.
Par ce simple mot inévitable, le NIST prétend expliquer la destruction totale sur elle-même d'une structure en acier de 80 000 tonnes en parfaite condition. The area below the damage zone where the planes flew in and where the fire was, that area below that, those 80 or 90 stories, 80,000 tons of structural steel was not damaged in any way. Yet you stood there and watched it destroy itself, wiping out floor by floor all 287 structural columns as if they didn't exist underneath the damage zone. Par ce simple mot inévitable, le NIST prétend expliquer la destruction totale sur elle-même d'une structure en acier de 80 000 tonnes en parfaite condition. The area below the damage zone where the planes flew in and where the fire was, that area below that, those 80 or 90 stories, 80,000 tons of structural steel was not damaged in any way. Yet you stood there and watched it destroy itself, wiping out floor by floor all 287 structural columns as if they didn't exist underneath the damage zone. Structural engineers do this every day. This is not rocket science. You have the known weight of this building mass. You have what are known columns below it in order to resist it. You let it go in your models and you calculate what the resistance is. Why didn't they do it? Could it be because they knew darn well that it would not have collapsed at all? En réalité, si le NIST n'a jamais expliqué les effondrements par la seule force de gravité, c'est sans doute qu'il est impossible de le faire sans violer au moins deux lois fondamentales de la physique. L'une d'elles est la troisième loi de Newton qui veut que pour toute action, il y ait une force égale de réaction. Cela signifie que deux forces opposées se neutralisent. Lors d'une collision frontale, deux automobiles absorbent chacune leur énergie cinétique et la convertissent en déformation ou en dégâts. Puis le système s'équilibre et se met au repos une fois que toute l'énergie a été dépensée. The top section, pushing on the bottom section, it's going to meet equal forces as it goes. Both sections are going to be demolished at the same rate. So by the time you've crushed up 15 stories below it, the top 15 stories are also going to be crushed. And so there's nothing left now to crush the rest of the building. Nous aurions dû assister à quelque chose comme ça lorsque la partie supérieure des tours s'est effondrée sur la partie inférieure. Les parties supérieures et inférieures auraient dû se détruire mutuellement jusqu'à ce que l'énergie se dissipe et que le système atteigne un nouvel équilibre et se mette au repos. Ou bien, comme le montre cette expérience sur deux tours construites en neige, la partie supérieure aurait pu glisser sur le côté après le déclenchement de l'effondrement. Mais ce qui ne pouvait pas se produire, c'est ceci. A little tiny chunk of the building can't possibly fall and crush the entire structure below it. C'est un concept si simple et fondamental que les représentants de l'association des architectes et ingénieurs ont été stupéfaits de le voir totalement ignoré par le NIST. This is high school physics, and our whole society is being led to believe that these fundamental laws of physics, hard science, don't apply anymore. Mais même en admettant que la partie supérieure des tours a eu suffisamment d'énergie potentielle pour détruire le reste de la structure en dessous, cela ne pouvait de toute façon pas se produire à la vitesse observée, qui est proche de celle de la chute libre. Cela aurait violé un principe encore plus fondamental des lois de la physique, connu sous le nom de conservation de l'impulsion. Cette loi dit que l'énergie totale au sein d'un système fermé doit toujours rester la même. Comme nous l'avons vu, l'énergie d'un mouvement peut être transformée en une déformation au sein d'un même système. Mais pour que la déformation commence, la vitesse doit décroître afin de permettre la transformation d'une forme d'énergie en une autre. Aucune énergie nouvelle ne peut être ajoutée à un système fermé. La chute libre est un exemple particulier de conservation de l'impulsion. La chute libre se produit lorsque la seule force appliquée à un objet est la gravité. Cela signifie que toute l'énergie potentielle de l'objet qui chute est convertie en mouvement vertical. Dès que l'objet qui chute heurte un obstacle et se brise, la vitesse décroît, car une partie de l'énergie cinétique est transformée en déformation physique. Briser un objet requiert de l'énergie, et cette énergie doit provenir du système lui-même. C'est pourquoi une pierre ne peut pas en même temps continuer de tomber à la vitesse de la chute libre et se briser. Elle n'a pas assez d'énergie pour faire les deux choses à la fois. Revenons à présent aux tours jumelles et posons-nous une simple question.
Si nous supposons que la partie supérieure gauche possède suffisamment d'énergie potentielle pour détruire le reste de la tour, et si nous considérons que nous libérons les deux blocs supérieurs au même moment, lequel atteindra le sol en premier? Le second, bien sûr, puisqu'il ne rencontre aucun obstacle sur son passage. Le bloc de droite va accélérer rapidement sous l'effet de la gravité et maintenir cette accélération jusqu'au sol. Le bloc de gauche, quant à lui, est obligé d'utiliser une partie de son énergie potentielle pour détruire la structure en dessous de lui, et ne peut donc pas maintenir l'accélération de la chute libre. Dans le cas des tours jumelles, les deux parties supérieures ont pourtant atteint une accélération proche de celle de la chute libre, comme si leur chemin avait été libéré de tout obstacle. Il a fallu entre 10 et 12 secondes à chacune des deux tours pour s'effondrer au sol, alors qu'une chute libre aurait nécessité 9,2 secondes. En d'autres termes, les deux sections supérieures des tours ont trouvé assez d'énergie pour détruire 80 000 tonnes de structures intactes, tandis qu'elles s'effondraient pratiquement en chute libre. Comme nous l'avons démontré, c'est absolument impossible par la seule force de la gravité. La loi de conservation de l'impulsion ne le permet pas. A building cannot do free fall with a huge steel structural system in place to support it. The Twin Towers could not have come straight down through the resistance of 80,000 tons of structural steel at the speed of practically free fall. That just would not happen. Il n'y a qu'une seule méthode connue pour atteindre une telle accélération en même temps qu'on supprime la structure porteuse. A building cannot do free fall without it being blown up. That's the only way it could come down at free fall. The only way that a building can accelerate as it collapses is by having pre-engineered, precisely timed and precisely placed explosives. In other words, controlled demolition. Au cours des mois précédant le 11 septembre, une rénovation majeure des ascenseurs a été entreprise dans chacune des deux tours. Dans la revue Elevator World de mars 2001, on peut lire « La société Ace Elevators a entrepris dans le prestigieux World Trade Center de New York sans doute la plus grande et plus complexe opération de modernisation d'ascenseurs dans l'histoire de l'industrie. Cela ne veut pas dire que cette société a un lien quelconque avec la possible installation d'explosifs. Mais une modernisation de cette ampleur peut avoir fourni la couverture idéale à une équipe de spécialistes qui aurait ainsi eu accès en permanence à la structure interne des bâtiments. Comme l'a expliqué Richard Human, ingénieur électricien en chef des tours jumelles, les cages d'ascenseurs donnaient accès directement aux colonnes du noyau central. Deuxièmement, des manutentions d'équipements lourds sur les planchers d'étage supposés vides ont été entendues dans les semaines juste avant le 11 septembre. Scott Forbes travaillait pour une institution financière au 97e de la Tour Sud. It must have been at least 4 to 6 weeks before 9/11. It was like rebuilding work going on upstairs. The tenants, the people from Aon who had been were moved somewhere else. The offices were just vacant. And there was a lot of heavy machinery building work going on. It was almost like pneumatic drills and lots of hammering, so much so that the floors were shaking. That's how noticeable it was. Troisièmement, suite aux attentats de 1993, des chiens renifleurs avaient été mis en place pour la sécurité des tours jumelles. Mais d'après un agent de sécurité, le jeudi 6 septembre, les chiens ont subitement été retirés sans motif apparent. Et enfin, une coupure générale de courant sans précédent a eu lieu dans la Tour Sud le week-end précédent le 11 septembre. Pour la première fois en 30 ans, tous les systèmes de sécurité du bâtiment ont été coupés en même temps. Les visiteurs pouvaient aller et venir comme ils le voulaient, y compris dans les zones protégées, sans être vus ou enregistrés par les caméras de surveillance. The previous weekend there had been a power down. Because of the power down, there was a complete breakdown of security that weekend. We had guided tours coming into secured areas by mistake and nobody picking it up because there's no intrusion alarms or anything else. What's the excuse that the Port Authority gave you, Scott, for this 36-hour period of the power being down in the South Tower? The explanation was that there was a recabling exercise to increase the bandwidth of networks that were available in the towers. But what I can recall is that there were plenty of toolboxes, there were plenty of spools of cable, there were men around wearing overalls. They appeared to be like engineers.
At the time, it seemed perfectly legitimate what they were doing because this was the story we were given, that there was a recabling exercise. Un autre argument des débunkers tient au fait que d'après eux, les démolitions contrôlées commencent toujours par la base, alors que la destruction des tours jumelles démarre par le haut. Mais ce n'est pas vrai. Les démolitions contrôlées sont préparées selon les besoins. Cela nous amène directement à la question des explosions. La plupart des explosions ont été signalées par des pompiers ou des policiers, et personne ne sait mieux qu'eux reconnaître une explosion dans un immeuble en feu. En août 2005, le New York Times a publié 12 000 pages de témoignages enregistrés de 503 pompiers et secouristes présents au World Trade Center le 11 septembre. Plus de 100 d'entre eux, soit 1 sur 5, a affirmé avoir entendu des explosions dans les tours avant ou pendant leur effondrement. Tout comme les tours jumelles, la plupart des bâtiments modernes sont construits avec des marges de sécurité importantes en termes de résistance structurelle. Pour cette raison, il est nécessaire de procéder à toute une série d'explosions préliminaires pour affaiblir la structure et préparer l'effondrement proprement dit. Ces pompiers ont confirmé avoir entendu 3 fortes explosions dans la tour nord après l'impact de l'avion. Ils ont aussi confirmé que c'est la 3e explosion qui a dévasté le hall de la tour. plane or whatever hit the building, then a secondary explosion. It was like 3 explosions after that. We came in after the fire. We came when the fire was going on already. We was in the staging area inside the building, waiting to go upstairs. Then they exploded. The whole lobby collapsed on the lobby. The detonation started, and they went boom, boom, boom. They were a little less than a second apart. Below the fire, I saw from the corner, boom, 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 boom. Just like 20 straight hits. Just they were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. So it's like boom, 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 boom. From far away, boom, boom. And you heard the boom, 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 boom. Le même genre de détonation s'est produit lors de l'effondrement de la tour nord. Second tower number 1, the second tower collapsed. It was the exact same series of detonations. And then it started to sound like firecrackers. Crack, 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 crack. And we looked up, and the second tower was coming down. Un autre élément commun avec les démolitions contrôlées porte sur les éjections ou squibs, ces nuées de débris pulvérisés qui ont été observées sur les façades des 2 tours au moment de leur effondrement. Les éjections se produisent lors de démolitions contrôlées lorsque le béton est expulsé de force par les explosions qui se produisent à l'intérieur d'un bâtiment. The individual explosions that I noticed 20 and 30 and 40 stories below the collapsing structure, those are what we demolitions guys call squibs. And that's another characteristic that seems to be evident. Il ne s'agit pas de morceaux de verre. Des fragments de verre à une telle distance seraient à peine visibles. Ce sont bien des éjections de béton et de débris solides. Seule une puissante explosion à proximité peut expliquer ces éjections. Il y a même un cas où une puissante expulsion de matériaux, peut-être d'un corps humain, se produit avant même le début de l'effondrement. La force des explosions fut telle qu'elles projetèrent des panneaux entiers de la structure extérieure depuis toutes les faces des tours. The spread of debris in a large radius around each tower. What we see is an outward explosion of material beyond the perimeters of each footprint. La FEMA a délimité une zone de 500 mètres autour des tours où des morceaux massifs des bâtiments ont été retrouvés. Cela signifie que des parties de la structure ont été projetées à une distance 2 fois plus grande que la largeur des tours elles-mêmes. Large multi-ton beams were hurled hundreds of yards laterally. Gravity works vertically, not laterally. Les débris massifs de matériaux projetés à des centaines de mètres ne se limitent pas à la couverture en aluminium, mais contiennent des pièces préfabriquées de la structure en acier utilisée pour construire les tours.
Sur cette image, une personne restée agrippée à un bloc de colonnes qui s'effondre nous donne une idée de la taille et du poids des pièces de structure qui se sont détachées du bâtiment. De nombreux éléments de structure massifs se sont plantés dans les immeubles alentours. Et le travail de déblaiement entamé, d'autres indices de démolition contrôlée sont apparus. Parmi ces indices, il y a par exemple les colonnes principales coupées à 45 degrés qui dépassaient des débris. Ce type de découpage est caractéristique d'une démolition contrôlée et s'obtient en plaçant des charges linéaires selon un angle de 45 degrés sur les colonnes. This is a linear shaped charge and it's wired in with the dynamite. When it cuts, it'll cut this column right on this angle, and then this piece will be deflected and displaced in that direction. Enfin, un dernier élément contre l'hypothèse d'un effondrement purement gravitationnel est la pulvérisation presque complète du contenu des tours jumelles, à commencer par les planchers en béton. Comme pour les effondrements gravitationnels classiques, on aurait pu s'attendre à retrouver les 110 étages plus ou moins empilés les uns sur les autres. Mais dans le cas des tours jumelles, pratiquement tout le béton des 110 étages de chaque tour a été littéralement pulvérisé. What happened to the concrete? The concrete was pulverized, and I was down here Tuesday, and it was like you were on a foreign planet. All of Lower Manhattan, not just this site, from river to river, there was dust, powder, 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. Il y avait aussi le matériel des bureaux occupant les 110 étages des deux tours. Il est difficile d'imaginer les milliers d'ordinateurs, d'imprimantes, de bureaux, de chaises, de téléphones et d'autres fournitures et mobilier, étage après étage, et concentrés dans les tours. Voici par exemple une salle de marché du World Trade Center. Si les planchers s'étaient simplement effondrés les uns sur les autres, on aurait retrouvé tous ces équipements au milieu des décombres, écrasés et tordus, mais encore reconnaissables. Or, presque rien n'a été retrouvé. There were no desks, there were no phones, there were, maybe now and then you find a fragment of something, but basically everything was just pulverized. Lorsqu'un bâtiment s'effondre, les victimes se retrouvent coincées entre les planchers empilés les uns sur les autres. Leurs corps sont écrasés et broyés, mais la plupart du temps, ils restent entiers. 2749 personnes sont mortes dans les tours, mais moins de 300 corps entiers ont été retrouvés. Presque 20 000 fragments de corps humains ont été récupérés dans les ruines, dont plus de 6 000 assez petits pour tenir dans une éprouvette. On a identifié jusqu'à 200 fragments correspondant au même ADN. 1630 victimes ont finalement pu être identifiées, dont 800 uniquement par test ADN. Donc pour ces 800 victimes, les restes corporels n'étaient pas assez significatifs pour être reconnaissables. Les autres 1119 victimes n'ont jamais pu être identifiées. Cela signifie que plus de 40% des victimes ne sont même pas identifiables par leur ADN. Can fire and a gravitational collapse account for this massive pulverization of people? Cette carte, établie par les pompiers de New York, montre les endroits où des restes humains ont été retrouvés. Les cercles en jaune représentent ceux des civils, les triangles rouges ceux des pompiers. La distance à laquelle certains restes ont été retrouvés demeure inexplicable par la seule force de la chute gravitationnelle. En fait, des fragments de corps humains ont continué de refaire surface à Ground Zero plusieurs années après, pendant les travaux de reconstruction. En 2006, des ouvriers firent une découverte incroyable. Demolition workers found 74 new bone fragments on the roof of the Deutsche Bank building over the weekend. That's the most found since the end of major recovery operations at the site. Le nombre de fragments trouvés sur le toit de la Deutsche Bank ne cessa d'augmenter chaque jour. Crews continue to find human bone fragments on the roof of the Deutsche Bank building next to the Trade Center site. The medical examiner's office says 142 fragments were found, bringing to 598 the total number of fragments found in the building. Finalement, plus de 700 fragments d'os furent récupérés sur le toit de la Deutsche Bank. USA Today écrivit: les fragments d'os sont minuscules, certains ont la taille d'une punaise. Certains des bunkers ont suggéré que ces fragments d'os pouvaient avoir atteint le toit de la Deutsche Bank suite à l'impact du vol 11 lorsque les débris ont été expulsés de l'autre côté de la tour vers le sud. Mais au moment de l'impact, la vue vers la Deutsche Bank était occultée par la tour sud
et il n'y avait pas de trajectoire directe entre le trou d'éjection des débris du vol 11 dans la tour nord et la Deutsche Bank. De plus, comme le montre cette carte, les fragments d'os retrouvés sur le toit appartenaient aussi à des pompiers, qui bien sûr n'étaient pas là au moment du crash du vol 11. Après la publication de son rapport sur les tours jumelles, le NIST s'est attaqué à l'explication de l'effondrement du bâtiment 7. La tâche n'était pas facile. Contrairement aux tours jumelles, le bâtiment 7 n'avait pas été percuté par un avion. Il n'était que très peu endommagé par les débris de la tour nord et les incendies étaient tout sauf dévastateurs. Rien ne pouvait laisser prévoir son effondrement. De plus, l'effondrement ressemblait à s'y méprendre à une démolition contrôlée, avec son déclenchement parfait, son accélération rapide vers le sol, la chute symétrique de sa structure et même son déclenchement par la base, comme la plupart des démolitions contrôlées. New York City, 2001. No tall building had ever collapsed primarily due to fire. But that's exactly what investigators believe happened to the 47-story World Trade Center Building 7 on September 11th. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'effondrement d'une structure d'acier suite à un incendie est considéré comme absolument impossible dans le monde de l'architecture. Steel structural frame buildings, high-rise buildings, simply do not collapse due to fire. We've never had a steel-framed skyscraper collapse in the United States or internationally. No high-rise steel structure has ever been destroyed by a fire in the history of construction. En conséquence, si le bâtiment 7 s'était vraiment effondré à cause des incendies, personne n'aurait pu être en mesure de le prévoir. Tout le monde aurait dû être pris par surprise. Au lieu de cela, des dizaines de policiers, de pompiers et de secouristes ont été avertis de l'imminence de son effondrement, parfois même jusqu'à 5 heures à l'avance. Vers 16 heures, CNN avait déjà relayé la rumeur et la diffusé dans le monde entier. We are getting information now that one of the other buildings, Building 7 in the World Trade Center complex, is on fire and has either collapsed or is collapsing. À 17 heures, la BBC annonça que le bâtiment 7 s'était effondré, même si on pouvait toujours le voir à l'arrière-plan. Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? As you can see behind me... À 17 heures, le bâtiment 7 est nettement visible sur la droite de l'image, mais la correspondante de la BBC, qui de toute évidence connaissait mal le quartier, ne l'a pas reconnu. L'évidente incapacité de ces pilotes amateurs à piloter les appareils de la façon dont ils ont volé, ajoutée à l'absence totale de preuves qu'ils se sont trouvés à leur bord, pose un sérieux problème. Si ce n'était pas eux, alors qui était aux commandes des 4 avions ? Car il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est qu'aucun pilote de ligne ne ferait jamais s'écraser son avion contre le Pentagone ou contre les tours jumelles de New York. Même avec un pistolet contre la tempe, une fois qu'il aurait compris qu'il n'y a plus rien à faire pour lui, un pilote l'aurait fait plonger dans la mer au dernier moment ou dans une zone moins peuplée. Ce qui a fait naître les soupçons sur la nature exacte de ces avions, ce sont les vitesses exceptionnelles auxquelles ils ont traversé l'atmosphère à aussi basse altitude, proche du niveau de la mer. Comme nous le savons tous, une personne peut facilement courir dans l'atmosphère à sa vitesse maximum, mais elle ne peut pas le faire dans un milieu plus dense comme l'eau. Si elle était poussée à le faire à la même vitesse, cette personne risquerait de perdre un bras et ses jambes, vu l'excès de résistance qu'elle rencontrerait. La même chose peut arriver aux avions si on les pousse au-delà de leur limite de sécurité. À 10 000 mètres d'altitude, l'air est très raréfié et l'avion peut tranquillement voyager à sa vitesse maximale, soit 800 km/h, sans rencontrer de résistance excessive. Mais à peine commence-t-il à descendre qu'il doit réduire sa vitesse car l'atmosphère se densifie, faisant augmenter la force de frottement sur les parois externes de l'avion. Une fois sous les 3000 mètres, la vitesse recommandée tourne autour de 300 km/h. En fait, chaque avion a sa propre vitesse opérationnelle appelée VMO qu'il ne doit jamais dépasser à basse altitude près du niveau de la mer. Le terme jamais n'est pas là par hasard. Si la VMO est dépassée, un phénomène appelé flutter peut survenir et peut rapidement causer des dommages irréversibles à l'appareil. Le phénomène de flutter peut se déclencher sur tout type d'appareil, des grands bombardiers aux plus petits avions de tourisme. Une fois la VMO dépassée, non seulement les ailes et la queue sont en danger, mais le fuselage aussi peut souffrir de la pression de l'air causée par la vitesse. La vitesse maximale opérationnelle d'un Boeing 767, comme deux des avions détournés, est de 660 km/h. Pour un Boeing 757, comme les deux autres avions, c'est un peu moins, 650 km/h.
Malgré cela, les 4 avions ont enregistré des vitesses supérieures à 800 km/h, alors qu'ils volaient près du niveau de la mer, sans montrer aucun signe de dégâts structurels et en restant parfaitement sous contrôle, tandis qu'on les dirigeait vers leur cible. American 11 hit high up in the North Tower, around the 93rd floor, going a pretty astonishing rate of speed, almost 500 miles an hour. Pour en avoir le cœur net, ce chercheur a appelé Boeing Corporation. It has to do with the maximum speed of a 767-200 at 700 feet altitude. For 200? Yeah, 767-200, yeah. Like I had asked some people and they assumed it would be about 250 miles an hour or something. That sounds pretty likely because at 35,000 feet it's 530 miles. So there's no way that it could be going 500 miles an hour at 700 feet altitude then. Not a chance. Not that fast. Mais du coup, une question devient inévitable. S'il s'agissait d'avions militaires télécommandés et non d'avions de ligne, alors que sont devenus tous les passagers? Il est certain que personne ne peut répondre à cette question. Mais nous savons une chose, c'est que dès les années 60, la CIA avait déjà développé des plans d'opération secrètes prévoyant un échange entre un avion plein de passagers et un drone militaire. L'un de ces plans, appelé Opération Northwood, détaillait comment substituer un avion de ligne par un drone sans que le contrôle aérien s'en aperçoive. Après l'échange, l'avion civil allait atterrir sur une base militaire. Le drone poursuivait la route prévue, apparaissant sur les radars comme l'avion original et était téléguidé vers sa cible. Nous ne savons pas ce que sont devenus les passagers, mais une chose est sûre, ceux qui ont appelé leurs proches avec des téléphones mobiles n'ont pas pu le faire depuis les avions en vol. Peu après le crash du vol 93, des rumeurs circulaient à propos d'appels effectués par plusieurs passagers utilisant leur portable depuis les avions détournés. We are being hijacked. We are being hijacked. Those frightening words were uttered by a passenger aboard United Flight 93 who was able to call emergency personnel on his cell phone before the plane crashed in western Pennsylvania. Le problème est qu'en 2001, il était pratiquement impossible d'appeler avec un téléphone portable depuis un avion en vol. Le principe de base de la téléphonie cellulaire est qu'elle utilise des transmetteurs à basse consommation pour des raisons de coût et aussi pour augmenter la durée des batteries. C'est à l'antenne réceptrice au sol de capter et d'amplifier leur signal avant de le rediriger sur le réseau de communication. Il est communément admis qu'au-dessus de 3000 mètres, la plupart des téléphones mobiles cessent d'être utilisables. Les avions de ligne circulent normalement vers 10 000 mètres d'altitude. Il y a aussi le message tragique de l'hôtesse Cissy Liles laissé sur le répondeur de son mari juste avant qu'elle ne lui parle brièvement depuis son portable. Comme elle le suggère elle-même, nous devons écouter très attentivement. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them. Là aussi, nous pouvons remarquer l'absence du bruit de fond typique à bord des avions. I don't know what to say. There's 3 guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around. Après avoir dit au revoir, elle semble réajuster le combiné et murmurer quelque chose dans le micro. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. End of message. Même après plusieurs écoutes, il est difficile d'entendre d'autres mots que « it's a frame ». C'est un coup monté. Quoi qu'il en soit, les questions soulevées par les appels téléphoniques n'y changent rien. Les appels de téléphone portable confirmés par le FBI ne peuvent pas avoir été donnés depuis les avions en vol. Il faudra que quelqu'un explique d'où ils provenaient. 9h59, New York. La tour sud du World Trade Center s'effondre en une dizaine de secondes. « 29 minutes plus tard, la tour nord suit le même chemin et disparaît en 10 secondes. À 17h20, le WTC-7, un immeuble de bureaux de 47 étages, situé à une centaine de mètres des Twin Towers, tombe à son tour. Il abritait entre autres la CIA, le ministère de la Défense, l'IRS, le service secret et le bunker sécurisé de Rudolph Giuliani.
La SEC, équivalent de la COB française, y stockait entre 3 et 4 000 dossiers d'enquête concernant Wall Street. Alors que tous les bâtiments voisins sont intacts, le WT7 s'effondre bien proprement en 6 secondes. Explication officielle, la pluie de débris des Twin Towers a allumé un incendie dans l'immeuble et le feu a gagné les réserves de fioul. Si c'est vrai, c'est le 3e building de l'histoire à s'effondrer à cause d'un incendie. Les 2 premiers sont les Twin Towers. Le 28 juillet 1945, un bombardier B-25 perdu dans le brouillard s'écrase contre le 79e étage de l'Empire State Building. 14 victimes et $1 million de dégâts. Mais le gratte-ciel est toujours là. Le 14 février 1975, 3 incendies se déclarent entre le 9e et le 14e étage de la tour nord. D'après le New York Times, le sinistre a été suivi d'un examen approfondi et il a été décidé d'installer des gicleurs. Le 4 mai 1988, à Los Angeles, un gratte-ciel de 62 étages brûle pendant 3 heures et sur 4 étages, mais il ne s'effondre pas. Le 23 février 1991, à Philadelphie, un bâtiment de 38 étages construit en 1973 brûle pendant plus de 19 heures sur 8 étages, mais il ne s'effondre pas. Le 17 octobre 2004, au Venezuela, une tour de 56 étages construite en 1976 brûle pendant plus de 17 heures sur 26 étages. L'incendie va jusqu'au toit, mais là non plus, elle ne s'effondre pas. Le 12 février 2005, à Madrid, la tour Windsor, un gratte-ciel de 32 étages avec une structure en béton armé, brûle pendant près de 24 heures. L'incendie anéantit entièrement les 10 derniers étages, mais malgré la destruction des étages supérieurs, le bâtiment lui-même ne s'effondre pas. Et pourtant, le 11 septembre 2001, 2 gratte-ciels de 110 étages construits en 1973 brûlent pendant respectivement 56 et 103 minutes sur 4 étages avant de s'effondrer entièrement. D'aucuns diront que c'est sans doute dû à la structure du World Trade Center. Voyons ce qu'il en est. Les Twin Towers étaient faites de 200 000 tonnes d'acier, 325 000 mètres cubes de béton, 103 ascenseurs, 43 600 fenêtres, 60 000 tonnes de système de climatisation et une antenne télé de 110 mètres. Le noyau central de chaque tour mesurait 26 mètres sur 40 et comprenait 47 colonnes de 91 cm sur 40. La tour nord avait été achevée en 1970 et la tour sud en 1973. Culminant respectivement à 417 et 415 mètres de haut, elles sont restées les plus grands bâtiments du monde jusqu'à la réalisation de la tour Sears en 1974. Et dire que le gouvernement voudrait nous faire croire que ces structures massives ont été détruites par 38 000 litres de kérosène, alors que les témoignages, les vidéos et le simple bon sens démentissent cette théorie. Le deuxième avion heurte la tour sud entre le 78e et le 82e étage à 9h03. Il ne percute que l'angle sud-est. Une grosse partie du kérosène explose à l'extérieur en une gigantesque boule de feu. Et pourtant, la tour sud s'écroule en premier, alors même que la tour nord a été attaquée 18 minutes plus tôt. La loi de Galilée sur la chute des corps calcule le temps que met un objet à parcourir une certaine distance en chute libre. La distance est égale à 16,08 fois le temps en secondes au carré. La tour sud faisait 415 mètres de haut, 415 est égal à 16,08 multiplié par 84,70, soit 9,2 secondes. Les Twin Towers sont tombés pratiquement en chute libre. 200 000 tonnes d'acier brisées en morceaux de quelques dizaines de centimètres de long. 325 000 mètres cubes de béton pulvérisés dans l'air.
Des milliers de vies anéanties instantanément.